Bonsoir à tous et bonjour ou bon matin, tout dépend de l'heure auquel vous regardez la vidéo, et bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue dans les Philippines, et bienvenue dans les considérations stratégiques, un épisode des considérations stratégiques qui va un peu plus que d'habitude mériter son nom, puisque cette fois nous allons effectivement étudier la tactique et la stratégie à adopter sur une carte précise, en l'occurrence, Mer de la Chance. Alors, Mer de la Chance, ça se présente comment? Voilà la carte Mer de la Chance que vous avez sous vos yeux ébahis en admettant que vous êtes d'équipe verte et que vous spawniez au sud de la map. Évidemment, merci d'inverser. Le C sera à gauche, les îles seront inversées si vous spawnez au nord et vous serez les verts. Évidemment, mais là, je ne vais pas vous prendre pour des idiots. Vous l'avez très bien compris. Donc voici Mer de la Chance. C'est une map que l'on rencontre très souvent dans les hautières. Et qu'on rencontre d'ailleurs qui est une map pour hautières. 7, 8, 9, 10. À partir de 7, on peut la croiser, effectivement. C'est un peu plus rare, mais alors il ne faut vraiment pas avoir de chance. Oui, c'est une map qu'on joue beaucoup en 8, 9, 10, donc 7 si vous avez un matchmaking pourri. Donc, Mer de la Chance. Alors, qu'est-ce que symbolise par quoi? D'abord, bon, bah, vous voyez la forme des cartes, c'est vraiment une map miroir, hein, avec deux grandes îles sur les côtés qui sont là pour border et pour faire un petit peu pour faire joli. Encore ces systèmes de flèches, de pointes de flèches, on pourrait presque dire. Mais une map miroir parce qu'on a vraiment comment dirais-je, nous avons un effet miroir entre les îles du Nord, les îles du Sud par rapport à la ligne E, tout simplement, qui est vraiment en quelque sorte la ligne tropicale, hein, de la partie. Donc, vous êtes avec les verts. Qu'est-ce qui se passe dès le départ? Première partie, grosso modo, et c'est moi là je vous livre l'information sur un plan statistique. Régulièrement, l'équipe verte va assez régulièrement s'occuper du point A en priorité. Donc il y a une offensive assez rugueuse sur le point A de la part des verts, et en face, les rouges vont plutôt sur C. Ça, c'est classique. Évidemment, si vous ne suivez pas ce truc-là, c'est tout à fait votre droit. Mais là, moi, je vous livre la stratégie qui se passe d'une manière assez régulière. Si vous ne connaissez pas cette carte, l'île de la Chance, Mer de la Chance, attendez-vous à être très souvent confronté à ce type de mouvement. Et ne soyez pas surpris, ne partez pas YOLO bêtement sur A, par exemple, si vous êtes au nord. Hein, si vous arrivez au nord, ne partez pas sur A. Vous verrez sur une des batailles qu'est-ce qui se passe quand on va sur A et qu'on n'est pas outillé pour ça. Donc, deuxième épisode, le push se poursuit d'une manière bien plus poussée sur A que sur B, sachant que l'essentiel de la flotte verte va sur A et s'empare de A d'une manière assez violente. Une toute petite partie de la flotte B va, sans trop de contestation, s'emparer de B. Et une encore plus petite partie, pour du spot passif éventuellement, va s'arrêter d'ailleurs en ligne G et contester G, mais empêcher ou ralentir le cap et la prise du point C, tout simplement. Donc, le mouvement, eh bien, il se fait inverse chez les rouges. C'est-à-dire le push, je l'ai signalé par deux flèches assez précises, va sur C, effectivement, d'une manière assez brutale, et quitte à comment dirais-je, à prendre en grippe tous ceux qui seront dans cette ligne, colonne, case G7, G8. Là, il faut une poussée violente, ferme, structurée, ne ralentissez pas. Au-dessus de B, effectivement, et au-dessus de A, ce sont plutôt quelques petites unités, parfois des cuirassés, hein, en petit nombre, qui sont là uniquement pour, en quelque sorte, contester, ralentir le cap de ces deux points. Ça, c'est la théorie, encore une fois, mais c'est celle qui se reproduit le plus souvent. Le résultat, c'est qu'au bout d'un certain temps, A, avec l'ensemble de la flotte, on va dire
60%, 65%, 70% de la flotte verte se trouve à occuper le point A. Les éclaireurs de B, des verts, est dans B. Et les rouges ont KPB, ça, ont KPC. Ça, c'est dans l'idéal. C'est souvent ce qui se passe, mais c'est dans l'idéal. Le résultat, c'est qu'ensuite, les mouvements préférentiels se présentent comme ça. Ceux qui sont dans B vont tenir. Ça ne sert à rien de partir sur C. Vous allez attaquer la flotte ennemie en entier. Donc, doivent tenir en attendant de recevoir les renforts de A qui vont pousser et qui vont investir B définitivement pour contre-attaquer. Sachant que, effectivement, B de son côté doit pousser très vite pour faire sauter le verrou et faire fuir ou faire réfléchir A avant que ceux qui sont dans A, avant qu'ils s'emparent définitivement de B, sachant qu'à partir du moment où toute la flotte qui est sur A va sur B, les points des deux caps se cumulent à une très très grande vitesse. Donc il faut faire très attention. Ça, c'est la théorie. On revient sur la map de départ. Il suffit, et on va même s'arrêter ici, voilà, à cette map-là, il suffit simplement que sur A, vous ayez un certain nombre de cuirassés qui n'osent pas y aller, et que ceux qui sont en haut, les rouges, obtiennent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que A ne soit pas capé, mais qu'à l'inverse, ceux qui sont les rouges, qui sont au-dessus de C, s'emparent de C sans trop de difficultés, pour que le décompte des points ne se fasse plus dans le bon sens, ne se fasse plus comme il doit se faire, et que B, les verts, puissent perdre tout simplement, puisque ensuite des rouges vont pousser sur B et s'emparer du peu de navires et détruire le peu de navires verts qui seront sur B. Donc la théorie, si vous voulez, est très souvent une stratégie usuelle fonctionne qu'à partir du moment où dans les deux mouvements, sur les deux ailes, autour de A chez les verts, autour de C chez les rouges par exemple, se fait d'une manière brutale, assurée et sans hésitation. À partir du moment où une des ailes autour de A chez les verts ou autour de C chez les rouges ralentit, n'ose pas y aller, tergiverse, temporise, appelez ça comme vous voulez, eh bien l'équipe ennemie a pratiquement pris l'avantage, même s'il a 2, 3, 4 navires de retard à ce moment précis de la bataille. Parce que le mouvement, c'est l'assurance du mouvement qui fait qu'une équipe va s'imposer et va finir par renverser une bataille, même compromise. Nous allons partir en bataille, deux batailles, bon là j'ai assez parlé, vous avez à peu près compris le concept, j'espère. Deux batailles qui vont illustrer mon propos. Dans la première bataille, nous serons à bord d'un Rhône qui sera chez les rouges, en quelque sorte. Là, les rouges seront devenus verts, mais une équipe qui aura spawné au nord, et on va voir comment ça se passe. Après, profiter du spectacle, parce qu'en-delà de la stratégie, il y a quand même la performance du pilote du Rhône. Et ensuite, nous aurons un Iowa. Alors là, je ne peux pas vous le présenter, je ne l'ai pas encore. Mais Iowa, c'est le successeur du North Carolina, hein, qui est là, cuirassé. Donc, deux gameplays très différents, bien sûr. Le Rhône, c'est un croiseur. Le l'Iowa, c'est un cuirassé. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le gameplay du navire qui est propre. C'est, petit 1, la stratégie, qui va appuyer mon propos. Petit 2, la performance des deux stratèges qui seront à bord des deux navires que je vous présente. Amusez-vous bien, bon visionnage. Donc dans cette bataille, nous sommes en tiers 9, une bataille de tiers 9, où il y a quelques tiers 8 et quelques tiers 7, mais essentiellement des tiers 9. Nous sommes avec Maury, qui est sur son Rhône. Alors, en titre de message, il m'a dit, c'est ma dernière bataille avec le Rhône, j'ai enfin débloqué le tiers 10, donc Lindenburg. C'est vrai qu'il y a une petite confusion possible sur un plan linguistique entre Lindenburg et Ledinburg. Il faut vraiment le dire avec l'accent, parce que si on dit les deux à la française, Lindenburg et l'Édimbourg, la confusion est totale. Mais revenons à la partie. Donc nous sommes sur Mer de la Chance, en mode domination. Globalement, comme toujours sur cette carte,
Les deux équipes sont très partagées. L'équipe 6 est très partagée, puisqu'il y a tout un plan qui va partir sur C et contester C, alors qu'au centre, mais plutôt même à l'ouest, vous avez... il semblerait que le groupe de l'ouest se partage lui-même en deux pour aller contester une partie en B et une partie en A. Mori, lui, s'en va sur C et utilise réellement son rune pour l'instant comme un croiseur, c'est-à-dire que il rentre tout de suite à la chasse aux destroyers ennemis. Un Akatsuki, un tier 7, pas forcément gros danger, même s'il a des torpilles qui vont assez loin. Mais on s'aperçoit qu'il se positionne parallèlement au Lion, qui est à côté de lui. Alors là, un Musashi. Il ne tire pas. Si, maintenant il tire. Mais il change de direction. J'ai l'impression qu'il a attendu d'être derrière l'île, que le Musashi ne le voie plus. Parce que vous voyez, maintenant il tire, mais il est pas spoté apparemment. Et bien sûr, ça c'est une astuce à bien garder quand on joue croiseur. Surtout croiseur de tier 9, où on affronte quand même des Yamato, des Montana. Là on a 3 Musashi quand même. C'est énorme. Sans compter un Alsace, ça fait très très mal, ces petites choses-là, sur les croiseurs. Donc il s'est débrouillé pour être derrière l'île et pouvoir tirer en toute quiétude. Il a pu faire lancer 2-3 salles. Là, un Kagero, c'est intéressant parce que là, le Kagero s'en prend au Lion. Et vous voyez que il faut être précis. Hein. Kagero qui enflamme. Là, il va vite sortir du... Bien sûr, il faut qu'il sorte du trajectoire des torpilles. Là, il est visé, il est repéré. Probablement, c'est le Kagero. Je vois pas d'autres navires. Voilà, le Lion l'a sorti. Il est toujours repéré, donc c'était pas lui. Il y a peut-être un autre destroyer qui l'a repéré. La Katsuki, peut-être, qui est revenu. Celui-là, il est toujours repéré, il est même visé. Mais ça, voilà, on approche. Donc effectivement, ça peut être le Musashi. Il est repéré par l'Akatsuki, mais le Musashi profite de ce repérage pour le viser. Il peur, trop loin. Ouais, le Musashi qui a tiré avant de s'enfuir. C'est Akatsuki qui le spotait. Donc là, on est sur pas vraiment un push de l'équipe verte qui s'est relocalisé. Et toute équipe verte arrose copieusement C et B, vous voyez. Mais sans pousser réellement. Il y a juste un cuirassé qui est dans C et qui en sort d'ailleurs. Stratégiquement, cette poussée est intéressante, mais elle n'est pas complète. Et résultat des courses, les rouges sont en train tout simplement de prendre la direction des opérations. Ils ont capé A sans aucune contestation. Il y a même A et B sans aucune contestation. C'est pas les deux autres navires qui peuvent tirer sur B qui ont pu faire illusion. Le Mahan a eu apparemment toute l'attitude. Alors voyons comment l'équipe verte va réagir. Et voyons si elle va réagir. Elle a quand même l'avantage de s'être complètement compactée, on va dire. Résultat, l'équipe rouge qui a fait pousser sur C a perdu un Kagero et s'est enfui, s'est disbandé, s'est débandé, comme on disait en vieux français, vers le sud, alors que ce qui reste de l'équipe rouge, l'autre partie, qui avait poussé sur A et un peu sur B, est en train de refermer la mâchoire. Mais une mâchoire, il n'y en a qu'une de mâchoire qui se ferme. L'autre, elle a du mal à tenir le choc. Alors vous voyez que Mori, à la différence de ce que je peux faire moi en croiseur, où je bouge systématiquement, Mori s'est carrément arrêté. Là, il rebouge parce que, évidemment, il a vu qu'on lui tirait dessus. Mais c'est vrai que le rune se joue un petit peu comme un petit cuirassé, un petit peu... D'ailleurs, il préfigure bien l'Edenburg, qui se joue vraiment comme
comme un cuirassé, hein, même si c'est pas un cuirassé, bien sûr. Mais il est assez solide. Et voilà, un premier kill. Il a sorti un Fiji. Bon, ça c'est fait. Et déjà 34 000 de dégâts. Pas de mouvement. On attend que les ennemis se pointent. Il y en avait un certain nombre qui menaçaient d'arriver dans cette... dans la zone où ils visaient, là. Donc en ligne D. Ça peut être potentiellement des dégâts. Il recule d'ailleurs pour affiner voilà, il a vu le Donskoy. Le Shiratsuyu qui est au nord, on va essayer probablement de le torpiller. Le Donskoy qui est arrêté là, il se prend très cher à la paix. La paix allemande à 12 km, ça risque de pas pardonner au Donskoy. Voyons. Boum. Ah oui, il y a un petit 5000 quand même. Hein. Donskoy a beau être solide. Alors Donskoy qui relance ses moteurs, mais est-ce pour aller vers l'avant ou vers l'arrière? Apparemment plutôt vers l'arrière. Et oui, plutôt vers l'arrière. Du coup, Mori n'a pratiquement pas de correction à faire de tir. Tout va bien, tout tombe. Là, c'est 3 rebonds, évidemment. Il s'en allait avec un angle de fuite qui était un petit peu anglais, donc il était à deux obus qui s'écrasent, 2 qui rebondissent. C'est pas très efficace comme tir, c'est dommage. Est-ce qu'il va switcher? Non, il reste à la paix. Intéressant. Il reste à la paix sur un Baltimore qui est plutôt résistant de face. Il va falloir que Daïla vienne prendre quand même très cher. « 45 000 de dégâts, ça monte doucement, ça monte gentiment, 5 coups de but. » Là, ils viennent de perdre l'Alsace, le Hyper lui avait mis l'incendie. Attention, torpille. Ça monte, ça monte, ça monte. Ouais, bah, le malheureux Baltimore a beaucoup de mal à sortir de l'écran de visée. Il a réussi à lui mettre un incendie. Là, il est dans un écran de fumée. Alors, le coup qu'il a pris était assez chanceux, a priori. Et ça continue de monter. Les dégâts. Bientôt 60 000. 62 000 même. Le Musashi a très peu de chances de s'en tirer. Il a beau se mettre de face. Il a le mode Yamamoto. Isokoru. On a vu les obus rouge rosé qui sortent. À mon avis, il va pas faire long feu, le Musashi. Et il arrose copieusement, comme tout le monde d'ailleurs, la rose au Musashi, qui se re-heal d'ailleurs, donc ça fait voilà, des XP continus, et le Musashi devrait sortir maintenant, à l'incendie, par le round. Deuxième victime, et maintenant on s'attaque au lion. J'ai bien dit le lion, pas le lion, la ville de Lyon. On devrait dire le ville de Lyon. Ouais. Ça a été la grande mode à une époque, les Français nommaient leur navire de cette manière, le ville de Paris, le ville de Lyon. Ça éviterait la confusion avec le Lion. Enfin, j'ai une confusion purement verbale. Parce que même sur un plan écrit, ça s'écrit pas pareil. Alors bon, le lion, il l'arrose à la paix. De face, très étonnant, mais il fait des dégâts. Hein. Il suffit que je dise ça pour que... Oh, ça risque d'être chanceux comme truc. Voilà. Il a obtenu soutien et il est à 84 000 de dégâts. Soutien et il recule parce que 2 Musashi se pointent et ils ont l'air pas contents.
Voilà une bataille assez furieuse. Alors là, il se profite que les Musashi soient derrière l'île. Il leur tire dessus, mais il peut pas être spoté. Le Musashi sur qui il tire est le plus proche. Ah, un Akatsuki qui commet une grosse erreur là. La paix. Boum. Est-ce qu'il va le sortir? Non, c'est pas lui qui le sort. Un Missouri. On n'est pas loin. Mais s'il m'a envoyé cette partie, c'est qu'il l'a trouvé suffisamment remarquable. Au début, il y a peut-être un Kraken à la clé. On va voir. Le Hyper a complètement disparu des radars, c'est le cas de le dire. Il reste 2 Musashi. Autant dire 2 sacs à PV. Ça peut monter facilement à 100K, cette bataille, pour lui. On a vu une bataille là très différente de ce que j'ai pu faire dans une vidéo précédente avec mon... c'était mon français, mon Saint-Louis, où j'étais tout le temps en mouvement. Là, on a vu que Maurice avait occupé l'espace, savait se positionner de manière à ne pas être mis en danger et pouvoir tirer en toute quiétude. On est un petit peu comme la bataille dans la même vidéo où j'avais mis le Saint-Louis. Il y avait la bataille du Champ de Martel où on voyait Polon aussi se placer dans des endroits extrêmement safe. C'est tout de même pas par hasard, c'est nos 2 meilleurs stratèges dans la division, dans le clan. Donc c'est pas par hasard, ils connaissent bien les caps, ou en tout cas ils pressentent quelle position se mettre pour ne pas être repérés et pouvoir faire des dégâts en toute quiétude. Là, le Hyper est à la limite de la portée, donc à la limite de la détection, même s'il tire, il ne devrait pas vraiment être repéré. Est-ce qu'il va chercher le... Non, il tire sur le Hyper. Il est repéré par le Hyper, attention, malgré tout, nos Musashi ne le regarde pas. Il a vérifié. Et il continue à faire des dégâts. L'objectif, c'est les 100K. Attention, Musashi qui tourne. Mais il s'occupera pas de lui, il a un Frédéric Grosso sur le dos. Le Hyper, c'est lui qui doit lui tirer dessus. Le Hyper qui a une portée assez sympathique, hein, je trouve. Voilà, il a réussi, en plus il a un bon ratio d'incendie, le Hyper. Hyper qui est 2 tiers en dessous, hein, de... Non, un tiers suffira. Et qui donne pourtant une impression d'être beaucoup plus fragile que le Rhône. C'est un navire assez mal aimé, le Hyper. Un peu comme le York. D'ailleurs, cette ligne de croiseurs allemands est, à mon avis, un peu sous-estimée, c'est dommage. Le York et le Hyper sont d'excellents croiseurs. Plutôt solides pour leur classe. Là, le Hyper est tellement loin qu'il sait qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais il est repéré. Voilà, 110K. C'est plus que bien. Alors, le Musashi regarde sa ligne. Je pense qu'il est en train de vérifier. Mais il sait qu'il y a des grosseux qui poursuivent le Musashi à essayer de le ramer. Alors, est-ce qu'il va... Non, il ne lancera pas les torpilles, il ne peut pas. Finir le Hyper, ça pourrait être un bon plan, mais il est un peu loin. Et ça me paraît compliqué. Alors voilà l'autre Musashi qui revient, après avoir pris une série d'incendies. 123 000 de dégâts. Le Musashi a collé le der Grosso au canon. Il a essayé de le ramer. Alors du coup, ils sont 2 à le viser. Le Hyper et un Musashi forcément. 3 à le viser maintenant. Attention. La bataille est en train de basculer. Elle semblait bien maîtrisée par son équipe. Ils sont plus que 2. Le Musashi est tout près de lui. Il l'a pas vu. Le voilà, le Musashi. Et oui, il a vu. Ah, il joue à cache-cache. L'autre Musashi est en train de caper. Il recule. Il va essayer de l'empêcher de caper, je présume. Les 2 Musashi se suivent. Il faut absolument qu'il l'empêche de caper.
Parce que là, l'équipe est en train de perdre, hein. Ils ont du retard. Pas grand-chose, hein, 50 points. Et là, en mettant un incendie sur le Musashi, ça pourrait... et en le sortant, parce qu'il est très low life, le Musashi, ça risque de faire... Voilà, le plus de Musashi, ils vont repasser premier. Reste l'autre Musashi, qui a oublié juste une petite chose, c'est que le Rune avait des torpilles. Il n'y a peut-être pas tant oublié que ça, mais là maintenant il va peut-être l'avoir, ça là. Il va peut-être, mais encore faut-il qu'il ait un œil sur autre chose que le lion qui se pointe vers lui. Il est à 127 000 de dégâts, c'est colossal. C'est colossal. Bon, une torpille sur le Musashi et une voie d'eau. Une voie d'eau, mais le Musashi s'est rehealé et il essaye d'aider son Lion. Le Musashi qui vient de se reprendre une catastrophe. Alors là, il lui remet un incendie, donc là, c'est terminé, ça va brûler. On est à 150 000 de dégâts quasi. Et il reste le Hyper, dernier survivant. Allez, hein, faire un chiffre rond, essayer de toucher pour faire un 150 000 de dégâts. Énorme bataille, hein, vraiment énorme bataille. En round, là il est voilà, 151 000 de dégâts. Et vous avez vu que, en l'occurrence, l'abandon de 2 points, quasiment volontaire de la part de leur équipe, n'a pas compromis la victoire, mais peut-être uniquement parce qu'il y a eu, entre autres, Mori qui a fait le travail, quand même, il est à quasiment 155 000, voilà, un nouveau kill, 4 kills, magnifique bataille. Bien, on a vu donc comment appréhender en venant du nord, cette carte mère de la chance. On a vu aussi la performance de Mori avec un croiseur, tier 9. J'insiste là-dessus, c'est un croiseur, même si il y a des moments où on a l'impression qu'il tangue bien, ça reste quand même un croiseur, il y a quand même une certaine fragilité. Et Mori a fait une très très belle partie en croiseur, croyez-moi. Et je m'y connais en croiseur, c'est pas facile de faire à ce tir-là de tels dégâts et une telle bataille. On enchaîne tout de suite avec l'Iowa. Cette fois, on est dans l'autre camp, au sud. On va voir comment ça se passe. A tout de suite en bataille. On reprend cette bataille sur Mer de la Chance, mais cette fois, cette bataille, nous sommes avec un Iowa, donc gameplay totalement différent, mais même type de matchmaking. En d'autres termes, bataille de tier 9. Le héros du jour, c'est Falco, l'héros de cette bataille, sur son Iowa, donc tier 9. Là, nous allons voir exactement le contraire, puisque nous sommes à l'opposé de la bataille précédente, sur la même map. L'équipe de Mori avait poussé vers C, furieusement, en abandonnant volontairement et définitivement A. L'équipe rouge, qui était rouge dans l'autre bataille, et qui est verte maintenant, avait poussé violemment sur A, prenant même B au passage. Alors là, on est sur un cas de figure assez semblable, sauf que les rouges sont devenus les verts, et les verts poussent violemment sur A de la même manière. C'est donc effectivement une stratégie récurrente, quand on est sur Mer de la Chance, aller chercher A, et visiblement, nous sommes, je parlerais presque de Lemming Train, mais même si c'est plutôt deux lignes de bataille très parallèles, quand on regarde la bataille, on regarde la minimap que j'ai agrandie, il semble qu'il y ait une colonne de croiseurs et appuyés des cuirassés qui sont à l'arrière, qui vont plutôt contrôler B, ne serait-ce que de loin. Par contre, surprise, les deux destroyers vont au même point, ça c'est moins cool. Les DD, c'est un Gajamada et un Xianyang.
Le Xianyang, oui, bah oui, c'est deux panasiatiques. Un tiers 8 et un tiers 7. Ils ont en face deux asiatiques, deux japonais, deux Akatsuki. Et A est en cours par un Akatsuki d'ailleurs. A est en cours de cap par les rouges. Les rouges qui tentent une poussée. Alors ils tentent le contraire de ce qu'avon avait vu dans la bataille précédente. Ils tentent cette fois une poussée, mais une poussée timide. Hein. Il y a Musashi. Non, non, pas si timide que ça. Katsuki, Schkors, Musashi, Frédéric Dergrosse. Il y a du beau monde. Donc voyons, oui, le Schkors est en train de prendre très cher. Par contre, le Schkors n'est pas très malin. Parce que le Schkors, ça se fait pas hein, de partir en Schkors en première ligne. Surtout alors qu'on est tier 7 dans une bataille de tier 9. Ou alors c'est qu'on a envie de revenir au port très vite pour passer à autre chose. Peut-être que c'est le cas. Voilà, il n'y a plus de Schkors. Déjà, ça commence très fort. L'Algérie ne devrait pas tirer comme ça bêtement sur Falco. Sur un malentendu, Falco pourrait lui mettre une citadelle. Ben voilà, écoutez, c'est la première fois que je regarde la bataille, je vous le promets. Vous n'allez pas me croire. Là, l'Algérie, 3 secondes. 10 s'est pris de double citadelle. Je ne pensais pas que Falco allait lui en mettre une, c'était de l'humour. Et là, Falco lui en a mis 2. Des fois que, hein. Donc, voilà, ça c'est fait. 49 000 de dégâts en 2 salves. Il y a bon, Banania. Bon, le York aussi. Ça s'appelle une explosion. Voilà, bon, Falco pousse un gros pont sur le Tirpitz, on se demande ce qu'il fait. Alors là, le Tirpitz, on a qu'on m'explique. Le Tirpitz, c'est un navire qui va au CAC, normalement. Le Tirpitz vient se planquer derrière l'île. Et à part le fait qu'il a dit bien joué à tous ceux qui viennent de tuer 3 navires, il se cache derrière l'île, quoi. Falco était lancé pour aller affronter le Dergrosse et les 3 cuirassés. Résultat, Falco a été freiné dans son action. Bon, c'est pas grave en soi. Mais le Tirpitz, voilà quoi, je veux dire, son boulot c'est d'aller au CAC, c'est pas de se cacher derrière les îles. Bon, enfin, passons à autre chose. On va voir ce qu'il va faire sur le Dergrosse, parce que je suppose qu'il va faire quelque chose. New Orleans, mort à la secondaire par le Dergrosse, justement. 4 coups au but sur le Dergrosse. On est à 4 salves, 3 ou 4 salves. 63 000 de dégâts en 3 ou 4 salves, c'est ouf. C'est coton. Hein. Le Dergrosse, il se sent un peu moins bien quand même. Hein. Donc, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, le push de l'équipe qui est au sud sur A est à prendre en considération quand on est de l'autre côté. Hein, il faut vraiment le prendre en considération parce que c'est un push qui est résolu. Là, l'équipe rouge a voulu le contester, mais l'a contesté peut-être un peu trop mollement. En tout cas, on voit que les cuirassés ne font qu'un passage. Ils sont déjà en machine arrière, ils sont déjà en train de s'enfuir. J'ai vu un Musashi. Ah non, c'est Richelieu. Lui, il y va même pas. Il a fait semblant d'y aller, puis là, il est en train de tourner. Mais il est gêné par une île. Donc, vous voyez, il est clairement évident que si on veut éviter les gros problèmes comme le Schkors a pris tout à l'heure, ou l'Algérie, évitez de vous mettre en première ligne quand vous venez du nord, sur cette map. Évitez, ou alors soyez sûr qu'il n'y a pas un push complet de toute équipe verte, parce que regardez l'équipe verte, on est dans le même cas de figure. Hein. Pensez que dans l'autre bataille, les verts c'était les rouges, et ils avaient pris A et B pareil. Là, évidemment, les adversaires, ceux qui ont spawné au nord, ils ont déjà pas mal de navires de détruits, 4 contre 2. Donc on voit mal comment ils pourraient renverser la situation. Mori l'avait fait parce que effectivement ils avaient un peu l'avantage et que Mori avait trouvé un endroit safe. Il reste à savoir s'il y a un Mori en face. C'est pas évident du tout. Surtout que l'Iowa, vous voyez, se retourne et va. Il prend l'information. Bon, à mon avis, c'est un Iowa qui est en face. Ouais, c'est l'Iowa qui est en face. Mais le Shenyang va le recevoir avec des torpilles. Et les torpilles en eau profonde sont très douloureuses. Est-ce qu'il va toucher?
On ne sait pas... Non, a priori, il l'a loupé. Ouais, l'Iowa... Mais attention, l'Iowa est en train de se mettre de flanc. Il repart vers le nord. Peut-être emporté par son élan. Et là... Par contre, la Falco s'est mis de flanc. L'Iowa s'est bitché. Et voilà. Il s'est mis de flanc face à un Richelieu. Pas cool. Le Richelieu qui semble regarder. Il risque de prendre cher, là, l'ami Falco. Mais c'est un prédateur, Falco. Il a vu que l'Iowa était très embarrassé. Vous pensez bien qu'il ne va pas lui laisser la moindre chance de s'en tirer sans quelques chouquettes. Ouais, l'Iowa s'en sort. Hein. Il a réussi à s'enfuir. Il a réussi à lui mettre que 4000. Le Richelieu n'a pas tiré sur Falco. C'est étonnant. Alors, par contre, le Chapayev... Ouais, tu ferais bien de tourner. Oh là, là, il vient de prendre une citadelle, 2 citadelles. Chapayev, il n'a pas tout compris là. Passer 2 flancs devant toute la flotte ennemie. Ça s'appelle un passage en revue. Je sais pas s'il a pris conscience qu'il venait de perdre d'un coup. Il lui restait plus que 10% de sa vie, quoi. J'ai pas l'impression. Ah, je connais Falco, il se serait bien fait le Chapayev quand même. Même 415 points, non, c'est bon. Ah, dernier. Alors, les torpilles d'Akatsuki, c'est leur dernier destroyer. Même dernier torpilleur, pour être absolument puriste. L'Iowa tente quand même de contester, et ils essayent malgré tout de contester B, mais ils ont déjà 300 points de retard quasiment, même plus, 360 points. Donc, gardez bien à l'esprit cette tactique de... La tactique sur la mer de la chance. Au nord, il faut aller chercher C. Ceux qui vont au sud vont régulièrement sur A. Alors après, si vous voulez vraiment pourrir le jeu de ceux qui sont au sud, comme on vient de voir, et qui vont toujours sur A, il faut que toute votre flotte dans le nord aille sur C. Et conteste. Mais là, bon... Donc je dis ça, je suis pas certain que qui que ce soit ait suffisamment d'influence pour convaincre toute une flotte de partir sur un point où ils n'ont pas envie d'aller. Petit 87 000, de la part de Falco. Comment ça va se terminer? Alors, les rouges contestent la victoire. Ils viennent de prendre B. Et attention, le Neptune. Voilà, ça faisait un petit moment. Il le voulait, celui-là. Et Citadelle sur un der Grosse. Et l'Iowa qui présente son nez. Le Neptune qui va commencer à lui faire à lui débiter un petit peu. Là, il n'a pas le temps de reloader avant que le Neptune disparaisse des radars. Et dommage. Mais il y a un Richelieu complaisant qui monte son flanc et qui recule peut-être même. Ouais, Richelieu recule. Les torpilles s'approchent. Joli tir. À un court instant, il n'était plus dans le viseur. Ouais, malgré tout, ça fait quand même ouais, 125 000 de dégâts. Voilà, là ça devient plus conforme à ce que fait Falco habituellement avec ses cuirassés. C'est à l'inverse de moi, c'est un bon joueur de cuirassés. Il connaît bien les forces et les faiblesses des cuirassés. Moi j'ai vraiment pas de motivation pour le faire d'abord. Par rapport à lui, il maîtrise bien, vraiment bien son sujet. Le Der Grosse, alors là c'est un coup en fourbe par-dessus l'île. Je pense que Falco va le faire. Il va. Oui. Ah, quoique le Richelieu. Là. Der Grosse est en train de se planquer. Voilà. Juste au-dessus du lit. C'est joli comme coup. Ouais, de 1700. Voilà.
Bon, ben, il n'y a plus de partie. Hein. L'Iowa vient d'être sorti. Je crois que le Richelieu aussi. On l'a entreaperçu. Il y a quand même. Voilà, il y a pas vraiment de surprise. 128 000 de dégâts. C'est une partie très correcte pour Falco. Je sais qu'il fait mieux habituellement sur l'Iowa. Il peut faire mieux. Pas de problème. Mais c'est intéressant sur un plan purement stratégique. L'occupation du sol. Vous voyez, malgré le fait que les ennemis ont 2 points. Ils ont pris tellement cher par leur mauvaise poussée sur A, en pratiquement perdant quasiment tous leurs croiseurs et leurs destroyers très vite à ce point-là. Le résultat, bah, c'est que même avec 2 caps, les Verts n'essayent même pas de récupérer les caps. Ça ne sert à rien. Le Der Grosse a beau s'enfuir, bah voilà, plus de Der Grosse, le tir-pit s'est terminé. Il ne reste plus que 2 navires. Un Musashi qui est là-bas tout au nord. Et un Neptune, on l'a vu tout à l'heure, le Neptune, qui doit être encore du côté de B. S'il est repéré, donc le Neptune doit le voir. Enfin bon, attendons-nous quand même. Il est bien protégé sur ses arrières. Donc il se met sur le Musashi. Il a tiré sans viser quasiment. Étonnant. Boum. 140 000 de dégâts. Ouais, tire un petit peu en arrière, mais... Ouais, citadelle, hein, oui, bien sûr. C'est un endroit où Musashi n'avait pas pris de dégâts, donc vous pensez bien que cette salve était super optimisée. Là, il n'a pas réussi à le finir. Il doit être vert. Musashi qui va se prendre des torpilles. Kaboum, notre Musashi. Kaboum, le Musashi. Fin de la bataille. De retour au port, dans les Philippines, sur mon magnifique Norska, c'est mon Iowa à moi que j'ai, le petit, hein, le modèle d'avant. Donc, nous allons voir les écrans de la bataille, les exploits de Falco. 2665 points d'XP, je rappelle qu'il n'est pas premium, donc c'est un bon total. 4 citadelles, 56 coups au but, c'est un joli ratio en termes de dégâts. Il n'a pas fait énormément, comme vous voyez, il n'a pas fait énormément de choses en apparence, mais bon, il a fait 159 000 de dégâts, c'est beaucoup, pratiquement 160 000. Il finit second. Le Donskoy a eu pas mal de points d'XP de base. C'est un peu signifié qu'il a participé à des caps, probablement. Et il a fait 2 kills. En termes de dégâts, Falco a optimisé au maximum. Hein, il a quand même 5 navires où il a fait plus de 15 000 points de dégâts. C'est beaucoup. Surtout l'Algérie, le pauvre, il n'a pas compris. Le Skors qui a commis l'erreur de partir visiblement en tier 7, donc c'était une des premières fois probablement qu'il croisait cette carte, parce que partir YOLO comme ça, dans le cap, alors que toute la flotte ennemie pousse sur ce même cap, il n'avait bien sûr aucune chance de s'en tirer. 290 000 de dégâts potentiels, vous voyez, il n'a pas énormément tanké, on ne s'en est pas beaucoup occupé, ce qui explique aussi probablement qu'il ne soit que second. S'il avait été plus focalisé par les ennemis, il aurait probablement fini premier, hein, il y a de fortes chances. 159 000 de dégâts, on l'a vu, pour 60 coups de sa batterie principale. Il a tiré 135 au but, donc grosso modo un petit 50%, un tout petit peu moins de 50% de coups au but, ce qui est beaucoup quand même, c'est énorme. Hein. Il a parcouru 47 km. Voilà pour, voilà pour cette vidéo et ces 2 parties sur Mer de la Chance. J'espère qu'elles vous auront été utiles, encore une fois. Si vous ne l'avez jamais croisé ou si vous vous apprêtez à la croiser, je pense que ça peut vous aider à ne pas être déconcerté. Moi, je sais que la première fois que je suis tombé sur la Mer de la Chance, je ne savais absolument pas où aller, quoi faire, etc. J'ai suivi le mouvement. Et pour un peu que, à l'époque, je me souviens plus, mais pour un peu qu'à cette époque, la stratégie était contraire ou ne soit pas passée comme on l'a vu, j'ai dû me faire exploser assez rapidement.
J'ai préféré et j'ai voulu vous montrer deux gameplays différents parce que je voulais vous montrer que on pouvait s'en tirer dans les deux cas. Et j'aurais pu vous montrer une bataille en destroyer, ça aurait été exactement pareil, le même principe, il y a moyen de faire des dégâts. À partir du moment où on connaît globalement la stratégie qui est statistiquement la plus répandue. Maintenant, ça ne signifie pas que la prochaine fois que vous allez vous retrouver sur de la chance, c'est comme ça que ça se passera. Mais bon, globalement, c'est comme ça que ça se passe quand même. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.